أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبري الله أما بعد. Ceci étant dit. Alors, on continue cette introduction sur la pensée d'Ibn Khaldoun. On est toujours sur l'impact, l'organisation de la société civile, de la cité. Et après, j'hésite à le faire, mais je pense que ça serait quand même important. Euh, ouais, 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 ouais. Je vais voir si on la fera. Je vais voir si on la fera. Mais en gros, dans la dernière partie de l'introduction, il y a en gros tout l'impact qu'a eu la pensée d'Ibn Khaldoun sur l'Occident. Donc, je vais voir si on la fera. Mais en attendant, Bismillah, commençons. Donc, dans cette dernière partie de la pensée d'Ibn Khaldoun sur l'organisation, la gestion de la cité, de la civilisation, qui se base sur des mouvements sédentaires, etc. On va parler maintenant de l'impact des métiers sur justement cette organisation. Donc les métiers forment la dernière manière de gagner sa vie en milieu urbain. Il faut prendre les mots métier dans le sens médiéval du latin. Donc artes, qui signifie tout ce qui est lié à l'art, à la fois mécanique, du latin artes, les arts à la fois mécaniques. Ce que nous nommerions aujourd'hui l'artisanat, voire l'industrie, donc tout ce qui se produit à la main. Et libéraux, comme la médecine, le droit ou l'enseignement. Les métiers supposent une activité répétitive qui donne à l'homme de l'art une dextérité presque inconsciente dans son champ de compétences. Ibn Khaldoun nomme malaka cet habitus physique ou intellectuel acquis. C'est quelque chose que les mains, les pieds ou le cerveau accomplissent par automatisme. Saisir un texte sur un clavier ou conduire une voiture donnerait une idée de ce qu'Ibn Khaldoun désigne par malaka. Ainsi, le métier semble naturellement acquis, mais il ne l'est pas. C'est en fait un long apprentissage et en tant que tel un processus éminemment sédentaire. Un effort pénible pour conserver et élargir des savoir-faire. Il nous rappelle que la ville et la civilisation sédentaire sont des mémoires. Elles sont faites d'enchaînements de générations qui se sont transmises un savoir cumulé qu'aucune vie singulière n'aurait pu amasser. En retour, aucun événement singulier, ni massacre brutal, ni même chute de la dynastie fondatrice ne peut effacer cette longue mémoire déposée par les siècles. Ainsi, il ne reste rien de l'antique royaume d'Israël, disparu depuis environ 2000 ans, mais déjà du temps d'Ibn Khaldoun. Donc, c'est-à-dire que l'antique royaume d'Israël avait déjà disparu depuis environ 2000 ans, au moment où Ibn Khaldoun, rahimallah, était en vie. Mais la Syrie a conservé nombre de talents sédentaires que le royaume de Daoud et de Sulayman, un des plus vieux du monde, a fait germer. Les Juifs dispersés et méprisés dans le monde, ils sont toujours les meilleurs artisans, orfèvres, teinturiers ou tailleurs, comme nous le dit Ibn Khaldoun. Ou encore, dans les rues du Caire, on vend des oiseaux qui parlent. On ne saurait imaginer pareil commerce dans les villes du Maghreb, donc du Maghreb, dit-il. Simplement parce que l'Égypte compte 2000 ans de vie sédentaire, de plus que le Maghreb. Le commerce de perroquets suppose qu'on sache choisir dans les profondeurs de l'Afrique et les éduquer, et il existe un public d'amateurs pour les acquérir. Même à Fès, à l'époque la plus grande ville du Maghreb, ces conditions ne sont pas réunies. Pour les mêmes raisons, des bourgs modestes où la sédentarité n'a jamais poussé de racines profondes n'offrent pas à un médecin, à une sage-femme, la clientèle de patients aisés
qui leur permettrait de bien gagner leur vie. La position des Andalous dans l'Occident musulman illustre les mêmes règles. Les secrétaires andalous écrivent un bien meilleur arabe que leurs collègues maghrébins. Ils en attribuent en général la raison à leurs pures origines arabes, dont les secrétaires maghrébins, d'ascendance berbère, ne partagent pas ce même privilège. La vérité, nous dit Ibn Khaldoun, est exactement l'inverse. Le talent des Andalous dans leur maniement de la langue est un métier. Il leur vient de la longue civilisation urbaine de la péninsule ibérique, qui a commencé avec les Phéniciens et les Romains, bien avant la conquête arabe. Ce sont 2 millénaires de vie sédentaire qui ont donné aux Andalous la capacité d'apprendre et de transmettre. On doit donc conclure que les Andalous écrivent un bon arabe précisément parce qu'ils ne sont pas arabes. Les Andalous sont des urbains sédentaires très éloignés des Bédouins fondateurs de l'islam dont ils se réclament. Leur capacité à apprendre et à reproduire mécaniquement leur donne l'apparence d'un peuple de pure langue arabe. En fait, s'ils élaborent les vers arabes les plus délicats, c'est parce qu'ils ont appris à grand-peine sur les bancs de l'école les règles de l'antique poésie des Arabes du désert. Et non pas, comme ils le prétendent, parce que ces vers jailliraient naturellement d'une fantasmatique source arabe dont ils auraient gardé le privilège de la jouissance à travers les siècles. Plus généralement, remarque Ibn Khaldoun, en considérant son époque l'héritage de la langue arabe comme de la religion musulmane fondée par le prophète arabe et ses compagnons bédouins, a été recueilli et maintenu en vie dans le vieux pays sédentaire comme l'Égypte ou Al-Andalus. Absolument étranger aux terres du désert où la langue et la religion sont nées. C'est le paradoxe général des sciences. Elle présente les raffinements les plus poussés de la vie sédentaire, sa mémoire la plus profonde. Mais cette mémoire s'acharne à sauver un ancêtre bédouin disparu dont les traits sont en train de sombrer dans l'oubli. Les hommes de science qui apprennent et enseignent l'arabe déploient des efforts considérables pour imiter ce que leurs ancêtres proclamaient. Le bédouin du temps du prophète dans le désert pensait et disait naturellement. La science est une nostalgie de la nature perdue. On peut considérer qu'il s'agit d'une règle générale. À mesure que le temps s'éloigne, la science qui lui survit est de plus en plus abstraite. Le bédouin fondateur ignore et méprise toute abstraction. Chez lui, il n'y a pas la moindre brèche entre pensée et action. Il ne projette pas son action dans un futur lointain. Il vit dans un présent indéfini, nous dit Ibn Khaldun. Au contraire, l'art et la science traînent derrière eux un passé de plus en plus reculé et de plus en plus lourd à porter, de génération en génération. Garder cet héritage vivant et le transmettre, c'est-à-dire l'enseigner, suppose de n'en retenir que l'essentiel, le squelette, et de renoncer à beaucoup de sa chair. Il faut pour cela dégager les règles générales de la matière brute dont on a hérité, des règles dont le bédouin fondateur n'avait que faire pour parler sa langue maternelle. Dans un chapitre fameux, mais généralement mal interprété, Ibn Khaldoun constate que les plus éminents grammairiens de l'arabe ne furent pas des Arabes, mais des gens d'origine persane. Ce sont en effet les secrétaires persans qui prennent en charge la chancellerie de l'Empire abbasside après le milieu du 8e siècle, qui créent la prose de la langue arabe et sa grammaire. Ainsi, la science est une lutte pour comprendre et préserver une réalité dont le sens n'est plus évident et qui menace de se perdre. De fait, la langue arabe n'avait rien d'évident pour ses secrétaires persans. Ils avaient l'habitude de l'étudier comme nous le faisons tous d'une langue étrangère, en nous accrochant aux récurrences régulières que nous y discernons, une grammaire en un mot. Ces règles et ces régularités n'éveillaient pas la curiosité des Arabes parce qu'ils parlaient leur propre langue. Voilà pourquoi les Arabes n'ont pas créé la grammaire de l'arabe. Ils étaient en outre bédouins, peu enclins à apprendre et à imiter. Au contraire, les Persans étaient sédentaires en tant que tels, capables d'apprendre, d'imiter et de transmettre. L'arabe est resté ce que les grammairiens persans en ont compris et ce qu'ils en ont fait. Car les locuteurs naturels de l'arabe
du temps du prophète alayhi salatu wassalam, ont disparu avec les siècles. Et ceux qui s'efforcent de parler l'arabe le font selon les règles sédentaires des grammairiens persans. Lui-même né dans une très vieille famille arabe. Lui-même né dans une très vieille famille arabe, mais qui avait rompu tout lien avec l'Arabie depuis des siècles, Ibn Khaldoun est bien conscient qu'il s'efforce de parler et surtout d'écrire une langue morte. Quand il compare sa propre langue au dialecte entre guillemets des tribus arabes qui nomadisent sur les hauts plateaux de l'Algérie d'aujourd'hui, à son époque, ce sont quelques-unes des dernières tribus arabes hors de la péninsule arabique. Il avoue que leur manière de s'exprimer sont beaucoup plus authentiques et savoureuses que les siennes, même si la plupart des grammairiens jugeraient sans doute leur langue fautive. Les grammairiens, conclut-il, savent comment il faudrait parler la langue. Le malheur, c'est qu'ils ne savent pas la parler. Mais alors, à quoi sert l'arabe dit classique, donc l'arabe fosha? À quoi sert la grammaire arabe? À résister au temps. Comme l'or que l'oxydation n'atteint pas, l'arabe, dit fosha, est protégé contre la corruption du changement qui affecte les langues réellement vivantes. Son abstraction. Ces règles en font un instrument apte à être enseigné et appris à travers l'immense empire de l'islam, de l'Inde à l'Espagne, par des étudiants qui parlent des douzaines d'idiomes différents, ou de dialectes de langue. Enseigner, c'est abstraire, c'est renoncer à la chair vivante dont la découverte enchante le savant, mais dont la complexité éloigne les étudiants. Ne préserver que le plus utile permet d'élargir le public et de transmettre au-delà de quelques générations. Les gens pensent généralement qu'un savant forme sa science dans le calme et le silence de son laboratoire, puis qu'il va en faire part généreusement à ses étudiants. Ils se trompent, comme le dit Ibn Khaldun. Une découverte ou une nouvelle approche sont généralement le fruit d'une plus grande abstraction, et l'abstraction est la condition de l'enseignement, le fait de prendre du recul. Donc les découvertes scientifiques jaillissent le plus souvent pendant l'enseignement. Et l'enseignement n'est donc pas la conséquence comme on le croit souvent, mais la cause de la science. En fait, ce qu'il faut comprendre sur tout ça, et on va s'arrêter là-dessus, comme ça au moins on ne mélange pas les différentes idées. Et je ferai après ouais, je vais le faire pas la semaine prochaine parce que je serai pas là, mais dans 2 semaines. Je ferai justement l'impact de la pensée d'Ibn Khaldoun sur l'Occident. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, ce qui a voulu être transmis en fait dans ce passage, c'est que la science, l'artisanat, l'art est une notion qui est vivante, qui va prendre l'impact de la sédentarité et de la civilisation. On commence à parler d'art islamique comme on l'avait vu la dernière fois dans nos cours sur l'art en terre d'islam, mais l'impact et la fondation de l'art islamique ne se fait qu'à partir du moment où il y a sédentarité. Et donc, il y a rencontre avec des peuples qui ont digéré, qui ont, euh, on va dire, mangé, digéré depuis longtemps le principe de civilisation. Et qui ont créé tout un art autour pour diffuser une forme de soft power de l'époque, que c'était les Romains, les Perses, etc. Les premiers Arabes, dans le premier temps de l'islam, n'avaient pas forcément, et attention, il faut bien comprendre ce que je veux dire, n'avaient pas forcément la même vision et la même construction d'une civilisation que pouvaient l'avoir les Perses ou les Romains, ou après les Égyptiens, etc. Mais il aura fallu attendre que justement ces premiers Arabes conquérants qui, avec les Futuhat, donc les conquêtes, conquièrent ces anciens territoires sédentaires, ces anciennes civilisations qui étaient les Perses, les Romains, etc.,
qui s'installent, qui commencent à penser, à réfléchir à leur civilisation propre. Bien sûr, en s'inspirant de ce qui a été fait, parce qu'en fait, au final, la civilisation n'est qu'un éternel recommencement, comme le dit, et c'est un petit peu ça le principe de la pensée d'Ibn Khaldun. C'est de dire que c'est un éternel recommencement. Cet éternel recommencement nous amène à dire qu'il y a une inspiration globale, il y a une inspiration globale, et il y a une personnalisation de cette inspiration globale. Les Romains se sont inspirés des Grecs. Les Grecs se sont inspirés de ce qui se faisait en Orient, des Babyloniens, des, euh, des Babyloniens, des Égyptiens, des Perses, etc., etc. Euh, les Achéménides, donc on va dire les Perses achéménides, donc c'est-à-dire ceux qui ont gardé contrôle sur l'empire perse et qui étaient des généraux et des proches de Alexandre le Grand. En fait, ont gardé les principes grecs et macédoniens qu'ils l'ont toujours connu sous Alexandre le Grand, etc., et l'ont persifié pour s'ancrer en fait dans les cultures et les coutumes locales et la réalité locale. C'est exactement pareil. Lorsque, par exemple, les Turcs débarquent de la steppe pour s'installer dans l'Anatolie et que progressivement ils s'installent, ils s'implantent, créent des petites civilisations. Il y a eu les Seljukides et après il y avait les différents petits beylika qui deviennent différents petits sultanats avec un qui progressivement se développe plus que les autres, qui est les Ottomans et, et progressivement prennent ce qui était déjà fait, donc que ce soit chez les Arabes, chez les Byzantins, les Grecs, les Byzantins, etc., et le turquisent, l'islamisent et le turquisent. Et donc progressivement, ils vont créer leur identité et leur soft power qui est propre. Et vont progressivement l'étendre au fur et à mesure des territoires qu'ils vont contrôler. Toutes ces questions-là, toutes ces questions-là nous amènent en fait justement à ce principe-là. L'artisanat, qui soit le métier qui soit d'ordre de l'artisanat, du fait main, avec l'art, l'architecture, les armes aussi, l'industrie militaire, etc. Et quelque chose qui va se développer sur quelque chose qui a déjà été fait au préalable et qui va être personnifié à partir du moment où ce peuple-là se transforme en civilisation. Les sciences, c'est la même chose. Si on reprend notre exemple de la langue arabe est à la base une langue orale. Ça ne veut pas dire que, et comme on l'a vu dans nos cours pareil sur les sciences, la culture et les arts en islam, de base, l'arabe, c'est une langue qui est orale, c'est une langue qui est parlée, ce n'est pas une langue qui s'écrit. Ça veut pas dire que Ça ne veut pas dire que les gens ne savaient pas écrire, mais ce n'était pas une langue de tradition écrite. C'était une langue de tradition orale. Ce qui fait que lorsque le territoire s'est étendu, que des nouvelles populations se sont islamisées, notamment des populations qui, eux, ont déjà digéré le fait de la civilisation. Ils l'ont déjà digéré. Ils l'ont accepté, ce principe-là. Et du coup, c'est, comment je pourrais dire ça? Ces nouvelles populations musulmanes converties, mais qui ont connu et qui ont accepté le principe de civilisation, de cité et de sédentarisation, ont commencé justement à se dire, on ne peut pas rester sur une civilisation ne se construit pas sur un principe oral. Elle se construit également sur une transmission écrite, des archives, des sources écrites. Et c'est de par la conversion de ces
La conversion de ces nouveaux musulmans, anciennement perses, romains, qui ont un héritage civilisationnel et même écrit, architectural, artistique, qui progressivement vont islamiser ce qui, au préalable, faisait l'art, le soft power, comme on le dit aujourd'hui. Ils vont, ils vont faire en sorte que la civilisation musulmane devienne une grande civilisation. Puisque leur civilisation a chuté avec les conquêtes musulmanes, il faut qu'ils puissent se reconnecter à une civilisation, qui est aujourd'hui la force dominante, qui est l'islam. Mais pour ça, il faut se baser sur les principes qui ont fait la force de leurs anciennes civilisations. L'art, l'architecture, l'industrie, le commerce, l'écriture, le développement des sciences, etc. Et donc, c'est comme ça que progressivement s'est créée toute cette pensée et tout ce développement de techniques, de métiers, de sciences qui fera le développement de la civilisation musulmane. Notamment, ne serait-ce que juste la codification grammaticale et la codification à l'écrit de la langue arabe. Ne serait-ce que juste que pour communiquer entre les différents coins du royaume. C'est-à-dire que cette langue administrative commune permettra à l'espagnol comme au perse, comme à l'afghan, comme au malien, je fais très large, hein, je prends sur des territoires aujourd'hui, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est les différents dirigeants, petits chefs de tribus, musulmans, etc., peuvent communiquer par cette langue commune, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Mais il faut la codifier pour que ceux qui ne sont pas natifs, dont la langue arabe n'est pas leur langue maternelle, de pouvoir comprendre, apprendre facilement, lire, écrire, échanger dans cette langue. Et c'est comme ça que progressivement s'est codifié les sciences de la langue arabe. Donc, on est obligé de codifier des principes civilisateurs, des principes civilisationnels pour pouvoir parler de civilisation. Et un des principaux facteurs qui fait une civilisation, c'est ça, ce sont ses métiers, que ce soit les métiers dits intellectuels ou les métiers manuels. Pourquoi? Parce que par la production de ces métiers-là, on débloque de l'argent et on génère de l'impôt, comme on a vu plusieurs fois. Parce que ce qui fait énormément tourner et ce qui fait beaucoup euh, et ce qui enrichit l'État dans la civilisation, dans la cité, dans le monde urbain, c'est l'impôt. Or, il faut justement que on crée et on produise une richesse qui se monnaie pour générer de l'argent et pouvoir prélever l'impôt. D'où le fait de toute une pensée, tout un développement qui soit intellectuel ou manuel, de métiers dans le but de produire une manne financière pour pouvoir récolter de l'impôt dessus. Et sachant qu'on ne peut pas créer à partir de rien, enfin, on pourrait, mais sur une réalité qui est déjà connue par les gens qui ont digéré le fait de la civilisation. Donc, comme l'avait très bien réexpliqué le docteur Gabriel Martinez-Gros lorsqu'il a pris l'exemple de l'antique royaume d'Israël, qui avait déjà disparu depuis 2000 ans à l'époque d'Ibn Khaldoun, mais cet héritage justement de l'artisanat juif, entre guillemets, de l'artisanat des juifs, de la production de biens des juifs, s'est perpétué auprès des juifs qui étaient dans la région.
et qui étaient dans l'artisanat. Beaucoup de juifs séfarades, par exemple à Andalous, ont inspiré d'une certaine manière cet art et et si je puis dire, cet art et cette influence commune de religions venant de l'Orient, qui garde un aspect très oriental, une langue sémite, donc une langue orientale. Donc ils ont cette promiscuité, cette proximité qui fait que l'artisanat, par exemple arabo-andalou, maghrébin, etc., et l'artisanat juif séfarade se ressemblent beaucoup. Il y aura des détails et des subtilités qui sont propres à leur vision et leur compréhension de la religion, puisque leurs religions ont un impact sur leur société, leur mode de vie. Et donc, cela va avoir un impact sur leur art, leur manière d'aborder la civilisation. Mais il va aussi beaucoup se ressembler de par cette promiscuité théologique et linguistique. La calligraphie, par exemple. La calligraphie juive, il y a un réel travail sur la calligraphie juive, tout comme il y a un réel travail sur la calligraphie arabe. Parce que ce sont deux langues sémites qui, de base, sont de tradition orale et et où l'écriture s'est fait progressivement à partir du moment où ils se sont basés, ils ont fondé un système de civilisation. Mohim. Donc, le métier, c'est le socle, la base qui fait, qui crée la pensée de la civilisation et qui va développer un moyen mercantile pour l'État, qui, à partir de cette création d'argent de par le métier, qu'il soit manuel ou intellectuel, va par la suite, à partir de cet argent généré, générer de l'impôt qui va enrichir les caisses de l'État dans le but d'améliorer les conditions d'organisation de l'État de la cité pour que les gens qui ont un métier puissent développer leur métier, leur technique dans le but d'être de plus en plus euh, de plus en plus productifs. Et donc, vu qu'ils sont de plus en plus productifs, vont générer de plus en plus d'argent qui augmentera les impôts. Et nous sommes dans cette espèce de cercle vertueux, qu'on le veuille ou non, c'est un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que les gens génèrent de l'argent qui est prélevé sous un système d'impôt auprès de l'État. Une fois que l'État a cet impôt, il va pouvoir gérer et organiser la société dans le but de faire du social pour les personnes les plus faibles, de développer l'industrie, l'économie, etc., pour les gens qui travaillent et qui génèrent de l'argent. Ce qui fait que, par exemple, en aidant les plus faibles, il leur permet d'avoir de l'argent pour derrière, par la suite, que ces gens-là puissent travailler, qui eux-mêmes génèrent de l'argent, va permettre de développer la recherche qui permettra de développer, par exemple, la technique, etc., et de former des futures générations de plus en plus nombreuses qui vont eux-mêmes avoir un métier qui va générer de l'argent, etc. Donc, au plus il y a d'impôts, d'accord? Au plus on produit de l'argent, au plus il y a, ou de personnes qui peuvent travailler et générer de l'argent, on va pouvoir faire plus d'impôts, qui va permettre encore d'agrandir, d'améliorer les conditions de vie, qui permettra encore de faire plus d'argent, qui permettra de récolter encore plus d'impôts, etc., etc. Le seul bémol, comme on l'a vu, c'est que l'État se concentrant beaucoup plus maintenant sur cet aspect de développer les métiers, développer le fait de l'argent dans le but de se reposer, lui, sur la récolte d'impôts et le réinvestissement de cet impôt, délaisse l'aspect sécuritaire, l'aspect militaire et donc amène une potentielle insécurité de par les menaces internes ou externes.
de personnes qui ont une mentalité de nomade, une mentalité tribale, une mentalité en dehors du cadre de la civilisation, en dehors du cadre de la cité, donc des marginaux, si on peut dire ça comme ça, des gens qui sont à la marge de la cité et qui peuvent progressivement venir amener de l'insécurité interne ou aux frontières de la cité, de la civilisation. Et du coup, ces personnes-là, qui sont plus violentes, entre guillemets, que l'État, et qui ont plus de moyens coercitifs, donc de pouvoir faire preuve de violence directe, soit font chuter l'État parce que l'État n'a pas réagi à temps pour pouvoir, si je puis dire, assurer la sécurité de sa cité et de sa civilisation, soit sont payés pour servir d'armée en tant que mercenaires, et donc l'État perd une partie de l'argent des impôts pour financer une armée, développer l'armée, euh, ou payer des mercenaires, et donc ne peut plus réinvestir la même quantité d'argent dans le développement des métiers et le développement des futures populations, ce qui fait que cette génération d'argent soit stagne, soit diminue. Et du coup, l'État n'a plus la même source d'entrée de revenus d'argent, donc les impôts augmentent, les gens ne peuvent plus payer, ce qui développe l'insécurité, et ce qui amène à une insécurité aussi, également à ce niveau-là, et qui fragilise la cité, la civilisation, qui soit implose de par des révoltes en interne ou ou une prise de pouvoir des gens qui ont cette capacité de faire preuve de violence, soit les mercenaires ou les détenteurs de l'armée elle-même, ou les détenteurs eux-mêmes de la force pour l'État, donc l'armée officielle, mais qui, dans la compréhension d'Ibn Khaldoun, reste un petit peu dans ce côté marginal, puisque une armée en soi ne produit pas de richesse. Elle récupère des richesses, mais en soi ne la produit pas. Donc, on reste dans ce cadre un petit peu de marginal. Et donc, progressivement, l'état actuel est remplacé. Ou après, il va faire en sorte de redévelopper, etc., etc. Et ensuite, on va reprendre cette spirale vertueuse de les métiers se développent, qui génèrent de l'argent. L'État va prendre cet argent en impôt, va le réinvestir pour améliorer, etc., etc., jusqu'au moment où on revient au même problème de la force extérieure qui vient menacer le royaume, etc., etc. Mohim. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Euh, on fera, oui, sûrement l'impact d'Ibn Khaldoun à partir sur l'Occident, euh, dans 2 semaines, Inch'Allah, quand je reviendrai de mon salon. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم